Une dernière question avant une petite coupure de mi-entretien. Une question d'Henri Tanzon. Une question, cher président. Que pensez-vous de ce document secret intitulé « Perspectives stratégiques pour 2040 » et rédigé pour le ministère allemand de la Défense, qui révèle les inquiétudes de Berlin quant à l'implosion de l'Union européenne et qui envisage 6 hypothèses d'éclatement, certains pays se rapprochant de la Russie. J'aimerais connaître votre vision d'une Europe sans l'Union européenne. J'ai vu ça, en effet, j'ai vu qu'effectivement, le ministère de la Défense, je crois, allemand, ça a été diffusé publiquement en Allemagne, a fait un certain nombre de scénarios sur l'évolution de l'Europe. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il se trouve que moi, j'ai donné des cours dans une école de commerce, il y a un certain nombre d'années. Pour être très clair, c'était à l'École supérieure de commerce de Paris, donc avenue de la République, où je donnais des cours sur les grandes civilisations du monde aux étudiants, qui s'en trouvaient fort aises, qui aimaient bien ce cours. J'en avais donné également à l'école Léonard de Vinci de management de la fac Léonard de Vinci à Nanterre. Et puis j'avais fait ensuite un cours de futurologie à l'École supérieure de commerce de Paris. Et dans ce cours de futurologie, c'est une science... est à moitié une science. Enfin bon, c'est pas la boule de cristal. Hein. La futurologie doit repérer les faits porteurs d'avenir, etc. Et l'une des bases, quand on essaie de percer les mystères de l'avenir, c'est de faire des hypothèses d'évolution, donc de faire des scénarios. Et je me rappelle que j'avais fait un cours justement sur l'évolution possible de la construction européenne. Mais c'était dans les années, je sais pas, 2003, 2004, par là. Donc c'était il y a une quinzaine d'années. Et je me rappelle que j'avais évoqué, il y avait plusieurs scénarios, depuis le scénario rose vif où tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, les États-Unis, tout ça marchait très bien, jusqu'au scénario noir où il y avait une explosion générale de l'Europe. J'avais choisi le code couleur pour faire plaisir à la direction de l'école, parce que je pensais qu'il fallait... On devait quand même laisser entendre que ce serait pas bien si l'Europe explosait. Mais même ça m'avait été reproché. Le fait que je donne un cours devant des étudiants il y a 15 ans pour expliquer que l'Europe pourrait exploser avait fait en sorte que le cours avait été supprimé l'année suivante. On en est là, hein, en France. Et j'en profite pour souligner que je suis absolument convaincu que dans la haute administration française, ni à Bercy, ni au ministère de la Défense, au ministère des Armées, comme on dit maintenant, il n'y a un scénario comparable à ce qui vient de se passer en Allemagne. Quand j'avais été nommé délégué à l'intelligence économique, pendant 2-3 ans, j'ai été très rapidement neutralisé parce que je voulais faire ça. Je considérais que c'était le métier d'un haut fonctionnaire français que de dire aux plus hauts dirigeants, de façon très discrète, de faire des évolutions, d'imaginer l'inimaginable, de penser l'impensable. C'est ça d'ailleurs de faire de l'intelligence économique, c'est penser l'impensable. D'ailleurs, c'est parce que nous n'en avons pas fait que l'on se ramasse des sinistres comme l'affaire ArcelorMittal, comme l'affaire Alstom, comme peut-être bientôt l'affaire Airbus, l'affaire Sanofi, etc. Toutes ces affaires qui risquent, où le patrimoine industriel français risque d'être volé parce que nous n'avons pas de structure dans l'appareil d'État, de gens qui aient la liberté, même de façon confidentielle, de dire des choses impensables. Ça, c'est un esprit dogmatique qui est la pire des choses qu'il y a en France. Si vous avez lu les mémoires de guerre de De Gaulle, vous vous rappelez que dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre, il tire la sonnette. Le premier chapitre, ça s'appelle la pente, le deuxième, ça s'appelle la chute. Dans la pente, je crois, il tire les sonnettes, c'est dans les années 35-36. Il va voir le ministre de la guerre, il va voir tel ou tel président du Conseil en disant « Regardez ce que fait Adolf Hitler ». Il est en train de réarmer, il est en train de construire des tanks, etc. Nous devons absolument faire ça. Et il a affaire en face de lui à des dirigeants qui lui disent « Oui, mais de toute façon, nous, on a la ligne Maginot, c'est infranchissable, donc ça ne sert à rien ». C'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. On n'a pas le droit de penser l'impensable. Et puis le résultat, c'est ce qui s'est passé effectivement avec la débâcle de 1940, lorsque les forces de Guderian ont tout simplement contourné la ligne Maginot en passant par les Ardennes. Point barre. Eh bien là, c'est pareil. Dans l'appareil d'État en France, moi, le poste de délégué à l'intelligence économique a été supprimé parce que j'avais fait un rapport où j'expliquais que l'euro allait de toute façon finir par exploser, que l'Europe était le dindon de la farce, qu'il y avait une espèce de duopole sino-américain qui s'était constitué. J'ai fait ce rapport en 2004, je m'en flatte. Eh bien, dire ça à l'époque, c'était se condamner
à être considéré comme un farfelu. C'est-à-dire que, normalement, un appareil d'État devrait avoir, de façon confidentielle, bien entendu, des structures qui permettent de penser l'impensable. Il y a, au Royaume-Uni, il y a des structures qui réfléchissent à ça. Dans les services de renseignement, ils réfléchissent à ça, avec une très grande liberté de penser. En France, il n'y a pas de liberté de penser. Il n'y a pas, à Bercy, que je sache, en tout cas je peux témoigner qu'il y a plusieurs années, j'étais absolument sûr de mon fait, il n'y a pas de quelqu'un qui a eu le droit de réfléchir à ce que serait la sortie de l'euro. Ou alors, s'il y en a eu, c'est une note d'une page pour expliquer que ça serait la catastrophe. Mais rien. C'est-à-dire que si demain, par exemple, l'Italie se met en défaut de paiement et qu'il y a un signe de centaines de milliards d'euros, le gouvernement français sera comme ça. Il n'aura rien à répondre. Alors, ce que nous apprend l'Allemagne, cette information venue d'Allemagne, c'est que les Allemands, eux, comme les Britanniques, sont des gens sérieux et qui réfléchissent à penser l'impensable. Et ils réfléchissent notamment à ce qui va se passer en Europe. Parce que faut vraiment avoir, je ne sais pas, une capacité d'illusion phénoménale pour penser que tout va bien. C'est la politique de l'autruche qui consiste à dire, nous, là, c'est très grave, donc on se cache, on met la tête dans le sable, on ne veut pas regarder ce qui se passe. Même les pro-européens devraient être les premiers à demander à leur service de réfléchir à ce qui se passe si effectivement l'Europe explose. Je signale d'ailleurs au passage, c'est un sujet qui m'est extrêmement cher, parce que franchement, c'est ma vie d'une certaine façon qui est en jeu ici. Parce que pourquoi j'ai créé l'UPR? Pourquoi je me suis finalement brouillé avec mon milieu d'origine? Parce que je n'ai pas admis que je n'ai pas le droit de dire à un ministre de la République, les yeux dans les yeux, voilà ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'expliquais que l'euro nous menait au désastre, que l'euro finirait de toute façon un jour par exploser, j'avais 10 ou 15 ans d'avance, à partir de ce moment-là, la seule réponse c'était un cul de basse fausse, Asselineau c'est terminé, on lui retire sa délégation. Voilà le raisonnement d'imbécile. En réalité, exactement comme Weygand ou comme je ne sais pas qui, considérant que le lieutenant-colonel de Gaulle qui emmerdait le monde parce qu'il attirait l'attention sur ce qui se passait en Allemagne. Il y a eu dans les années 95-97, je crois, au Royaume-Uni, un livre que je m'étais procuré d'ailleurs en étant au Royaume-Uni, qui s'appelait The World into 2020, d'un type qui s'appelait Hamish McRae. C'était un livre de prospective qui s'était titré Le Monde en 2020. Je crois que ça a été traduit en français. Moi, je l'avais acheté en anglais. Je crois que ça doit être dans les années 95-97. J'avais acheté ça. Et je me rappelle très bien, je l'avais lu, c'était tout à fait intéressant. C'est très typiquement l'esprit britannique, dans ce qu'il a de meilleur. C'est-à-dire, c'est un essayiste qui s'appelait Hamish McRae, et qui expliquait, il y avait un chapitre consacré à l'Europe, et qui disait que de toute façon, les blocages seront de plus en plus nombreux dans la construction européenne et qu'il était impossible que ça fonctionne bien. Et il évoquait plusieurs scénarios, y compris la destruction de l'Europe, ou y compris une espèce d'entre-deux général qui ne mènerait qu'à rien. C'était quand même intelligent. Ça, c'est faire de la prospective. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Alors, pour le reste, maintenant, les conclusions sont intéressantes. C'est que les Allemands ne se font pas d'illusions sur la situation. Ils comprennent bien qu'il y a toute une partie de pays, notamment, si j'ai bien lu l'article, comme cet internaute, moi j'ai vu ça dans Russia Today tout à l'heure, mais c'est intéressant, si j'ai bien vu, il y a une partie des pays de l'Europe, notamment des pays d'Europe orientale, qui pourraient se rapprocher de la Russie, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Un pays comme la Bulgarie est proche des Russes, c'est un pays qui a été slavisé au IXe siècle. La Bulgarie, je dis ça de mémoire, je me trompe peut-être, je crois pas, je crois que c'est un pays qui a été slavisé au IXe siècle, avec une église autocéphale. Les Bulgares ont été de tout temps un peuple qui ont regardé de façon positive vers Moscou. On ne va pas, en l'espace de 10 ou 15 ans, modifier 1000 ans d'histoire. Les pays d'Europe de l'Est, d'une façon ou d'une autre, ont leur avenir indissolublement lié avec la Russie. De la même façon, je l'ai déjà expliqué 50 000 fois, la France, que cela plaise ou ne plaise pas, la France regarde aussi vers le sud. La France est aussi un pays méditerranéen. La France est un carrefour. C'est le seul pays au monde à avoir une bordure littorale avec la Manche, avec l'Atlantique, avec la Méditerranée. C'est le seul pays au monde à avoir ça. Nous sommes à la fois avec l'Europe du Nord, l'Europe britannique, l'Europe scandinave. Ça, c'est la mer du Nord et la Manche.
L'Atlantique, c'est le grand large, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est les Antilles, c'est les États-Unis, et puis la Méditerranée, c'est le monde méditerranéen. La France est un carrefour, et la France est là une partie méditerranéenne extrêmement importante. Et les échanges, les phénomènes touristiques, culturels, civilisationnels, migratoires avec la rive sud de la Méditerranée sont essentiels. Eh bien ça, Europe ou pas Europe, ça restera. Et de la même façon, je pense qu'effectivement, les scénarios de l'Allemagne sont justes. En tout cas, ils ont raison de faire ça. Ils ont raison d'essayer d'anticiper l'avenir pour ne pas être pris au dépourvu. Moi, ce que j'aimerais, et je sais que ça n'aura pas lieu, c'est que en France, il y ait une structure qui soit chargée de ça. C'est interdit par la doxa dominante. C'est la meilleure façon d'être sûr de perdre la guerre qui est désormais en cours.